de señores. Bonjour à tous, bienvenue sur mes stories. Je suis ravie de vous retrouver après plus d'un an d'absence. Enfin voilà, je suis navrée. Et donc je vous propose, comme vous l'avez vu, une vidéo, ou plutôt deux vidéos concernant le statut de la femme au Moyen Âge. Et bon, j'ai choisi par facilité, pardon, de sectionner en deux parties parce que vous n'êtes pas sans savoir que la période médiévale recouvre 10 siècles et qu'il est très compliqué de rendre compte d'une aussi grande évolution en une seule vidéo. Et donc j'ai sectionné cette vidéo en deux parties. La première partie qui parlera du Haut Moyen Âge, c'est-à-dire du 5e au 10e, et au mois d'août, je l'espère, je vous ferai une vidéo sur le Bas Moyen Âge, donc du 10e au 15e siècle. Et donc, évidemment, encore une fois pour toujours, pour expliquer le statut de la femme au Moyen Âge, je dois en effet vous faire un retour en arrière, puisque en effet, à chaque fois, comme toujours, la situation d'un moment est définie, est expliquée par ce qui s'est passé avant. Et que, encore une fois, on ne parle pas du jour au lendemain de l'Antiquité vers le Moyen Âge, c'est toujours des périodes où il y a une évolution. On a juste décidé, en tout cas les grands pontifes historiens ont décidé à un moment donné de sectionner les périodes pour que ce soit plus facile à enseigner. Voilà. Alors évidemment, avant le Moyen Âge, vous avez l'Antiquité, hein, et donc vous avez une image juste ici, je ne vais jamais y arriver, c'est pas grave, qui représente en effet l'Empire romain quand il est divisé en deux. Et donc évidemment, en 476, vous avez la chute de l'Empire romain d'Occident, donc celui qui est en rouge-orange ici. Et pour l'autre côté, évidemment, il va perdurer jusqu'à la fin du Moyen Âge. Donc l'Empire romain, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les femmes sont considérées? Ben, pour faire bref et clair, soyons clairs, il y avait une égalité complète entre hommes et la femme, puisque nous sommes dans une société purement et simplement patriarcale. Comment est-ce que les relations se définissent? Qu'est-ce qui permet de définir les relations entre l'homme et la femme? C'est essentiellement le mariage. Donc, le mariage est un moment qui est inscrit dans le droit romain, où clairement la femme est présentée comme monnaie d'échange. Et donc la femme peut être présentée et définie comme étant la propriété d'un homme. Et donc elle passe de la propriété de son père vers la propriété de son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la femme est mise du même côté que les enfants et que les esclaves. Les seuls qui ont à ce moment-là des libertés, des droits et qui sont des citoyens, ce sont les hommes et les femmes n'en font pas partie. Donc on est clairement dans une société inégalitaire et patriarcale. Le seul endroit où la femme a vraiment une influence, une importance, c'est dans sa maison, donc ce qu'on appelle la domus romaine, où clairement, en tout cas dans les hautes sphères de l'aristocratie romaine, la femme gérait toute l'intendance, toute l'économie de la maison familiale. On a aussi évidemment l'importance des déesses romaines, mais en tout cas, il y a l'idée que la femme n'a pas du tout de pouvoir, pas du tout d'impact sur la sphère publique et donc dans le quotidien de la vie publique, que ce soit au niveau du marché, que ce soit au niveau de la politique, etc., etc. Donc on est dans une société patriarcale et cette idéologie-là, ces traditions, ces mœurs romains vont évidemment être propagés partout en Europe, puisque comme vous le voyez juste ici, vous voyez que nos régions ont été envahies en grande partie par certains Jules César, hein, voilà, qui donc toutes nos régions ont été envahies par Jules César et donc par les Romains, et on suppose évidemment du coup que les traditions, les mœurs et le droit romain devaient être appliqués. Alors, je vous annonce déjà qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça parce que vous avez vu l'étendue du territoire. On n'a pas d'avion, on n'a pas de train, on n'a pas de voiture, donc ça prend énormément de temps de transmettre les informations d'un endroit à un autre. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il y a des zones de l'Empire romain qui seront donc moins dirigées, qui seront moins, on va dire, soumises au droit romain et à l'administration romaine. Et donc, vous devinez qu'au plus loin vous êtes de l'épicentre de l'Empire, c'est-à-dire de Rome, etc., au moins, évidemment, l'administration et les droits aura une influence sur ces régions-là. Et donc,
en ce qui concerne nos régions à nous, on a vraiment cette situation de culture un peu hybride, puisqu'on a un mélange des traditions romaines qui s'implantent progressivement, mais aussi toutes les traditions, la culture que je dirais celtique, hein, mais qui est donc la culture franque, germanique, etc., etc. Et donc, comme on le verra par la suite, la position de la femme durant le Haut Moyen Âge est vraiment un mélange, si vous voulez, de la tradition des mœurs romains et des traditions et mœurs locales des différentes populations qu'on retrouvera à la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc, qu'est-ce qu'on observe évidemment à la chute de l'Empire romain d'Occident? C'est que les populations qui étaient déjà présentes n'ont pas tout d'un coup popé, apparu, etc. Bon, il y en a qui, je vais pas vous expliquer l'histoire des invasions barbares entre guillemets. Donc, il y en a qui viennent en effet d'Asie, d'autres pas. Mais toujours est-il qu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, on a des populations qui s'installent, qui s'imposent en Europe, comme les populations franco-germaniques. Donc, on a les Francs, on a les Alamans, on a les Visigoths. Donc, comme vous le voyez sur la carte juste ici, avec les différentes couleurs. J'ai choisi par facilité et parce que ça concerne nos régions, de m'intéresser essentiellement aux Francs et aussi aux traditions, enfin plutôt aux régions franco-germaniques. Pourquoi? Parce que c'est plus simple et surtout parce qu'on a quand même pas mal d'écrits. Il faut savoir aussi que l'histoire qu'on vous raconte concernant le Moyen Âge, c'est l'histoire qu'on a reçue, réceptionnée jusqu'à présent. Hein. Donc malheureusement, le Haut Moyen Âge n'est pas une période où on a énormément d'écrits et énormément d'infos, parce que beaucoup de populations de cette époque-là n'avaient pas l'habitude de mettre automatiquement tout par écrit. Les Romains avaient cette habitude, ce n'était pas spécialement le cas de toutes les populations qu'on retrouve sur la carte juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que, comme je vous l'ai dit, on retrouve ces traditions du mariage romain et cette forme de soumission de l'homme sur la femme, mais c'est plus complexe que ça parce que à l'issue de la chute de l'Empire romain d'Occident, on va avoir ce mélange entre les traditions franques, germaniques, etc., et aussi le surplus de l'Empire romain. Et donc, évidemment, en fonction des régions, on va pas du tout avoir la même chose. Autre chose très importante, c'est qu'on va avoir une grande différence sur comment est-ce que la femme est traitée en fonction des strates sociales. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me focaliser plutôt sur la strate sociale élevée, ce qu'on appelle l'aristocratie. Et puis, je vous parlerai plutôt de la situation de la population, comme les paysans, les artisans, etc. Et il y a vraiment une grande différence entre les deux, et je vous expliquerai évidemment pourquoi. Alors, en ce qui concerne l'aristocratie, moi je vais vous parler de l'aristocratie franque essentiellement, puisque c'est celle où on a le plus d'informations d'écrits. Et dans l'aristocratie franque, évidemment, je vais vous parler de deux dynasties différentes qui ont existé durant le Haut Moyen Âge dans nos régions. Vous avez dans un premier temps la dynastie mérovingienne, puis ensuite vous aurez la dynastie carolingienne. Alors sur la carte que vous avez juste ici, vous avez la représentation de nos régions et de la France durant une partie de la dynastie mérovingienne, et vous voyez qu'en fait la France est morcelée en plusieurs morceaux. Durant les dynasties mérovingiennes et carolingiennes, l'héritage se fait entre les différents enfants. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout, comme on aura plus tard, l'idée que c'est juste le fils aîné qui va hériter de l'ensemble du territoire. À ce moment-là, s'il y a 4 garçons, il faut diviser le territoire en 4 pour que chaque garçon puisse avoir sa part du butin. Je précise qu'évidemment, les femmes, on s'en fout, que s'il y a une fille que le roi a une fille, la fille, elle est purement et simplement mise de côté. Ça, c'est la loi sadique qui l'imposera progressivement, qui est que seuls les hommes peuvent hériter. Alors ici, on voit que le royaume franc est divisé en différentes régions, et donc les plus connues, ce sont la Neustrie et l'Australie, et vous avez aussi la Bourgogne, qu'on appelait plus la Burgondie à cette époque-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que dans cette dynastie des Mérovingiens, vous allez avoir plusieurs figures féminines assez importantes qui nous permettent d'illustrer un peu comment est-ce que l'aristocratie traitait les femmes et comment est-ce que les relations entre l'homme et la femme fonctionnaient.
Les deux femmes dont je vous parlais, ce sont donc évidemment pour les férus médiévistes, vous les connaissez toutes, c'est donc Brunehaut, qu'on appelle aussi Brunehilde, et Frédégonde, qui étaient respectivement les femmes de deux frères, et donc c'est donc Sigebert Ier et Chilpéric. Et donc si vous êtes un peu perdu, tout ça, ce sont les descendants de Clovis. Donc Clovis, premier qui a été baptisé, qui crée entre guillemets la dynastie de Mérovingiens, et puis après on descend dans les strates pour avoir ceux que je vous ai mis juste en dessous ici. Là, je vais vous raconter une petite histoire, voilà, un petit conte, on va dire comme ça, donc que je vous raconte. Donc, Sigebert et Chilpéric sont deux frères, ils ont respectivement la Neustrie et l'Austrasie, et Sigebert va se marier à Bruno qui n'est pas n'importe qui est donc une princesse Wisigothe. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les Visigoths, c'est une population qui vient qui s'est installée au niveau de l'Espagne, et donc qui ont des territoires assez grands et conséquents. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On fait un mariage avec des intérêts économiques, politiques et géopolitiques. Donc le mariage, ici, il sert à quoi? Non seulement le roi reçoit une propriété, une femme avec il peut faire plus ou moins ce qu'il veut avec, hein, soyons clairs. Mais en plus, il y a des territoires, une assurance aussi d'entraide entre le père de Bruno, qui est le roi Visigoth, et lui, Sigebert Ier, qui est en partie roi d'une région de France. Et donc ça permet évidemment d'avoir une plus grande étendue politique et territoriale. Donc le mariage va être plus intéressant que simplement être un échange de propriété. C'est aussi, il y a des intérêts géopolitiques qui ne sont pas négligeables. Alors, avant même que le certain Chilpéric se marie avec Frédégonde, en fait, c'est pas indiqué ici, hein, il s'est marié avec la sœur de Bruno. Sauf que dans les circonstances un peu suspectes, etc., je vous passe les détails, la sœur de Bruno et femme de Chilpéric Ier est assassinée. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Frédégonde était la maîtresse de Chilpéric Ier. Et donc, il y a toute une suspicion autour qui est que soit Frédégonde, soit Chilpéric auraient assassiné la sœur de Bruno pour évidemment permettre à Frédégonde de devenir la femme de Chilpéric Ier. Donc tout ça, évidemment, amène des enjeux et des situations très compliquées, des conflits, des attaques, etc., etc. Et ce qui est assez intéressant à retenir là-dedans, c'est que Bruno et Frédégonde vont toutes les deux s'imposer politiquement parlant, dans le sens qu'en fait, encore aujourd'hui, on parle d'elle. Donc, dans une société où la femme n'a pas vraiment sa place, la femme est juste une propriété pour son mari ou une main d'échange pour avoir plus de territoire, plus d'influence sur la région des alentours, le fait qu'un certain Grégoire de Tours, c'est-à-dire une source première d'époque qui écrit l'histoire des Francs, là, évidemment édulcoré, hein, en mettant en avant ce qu'il a envie de mettre en avant, qu'il ait lui décidé de parler de Bruno et Frédégonde montre bien à quel point à cette époque-là, elles étaient ultra influentes et ultra importantes. Mais encore une fois, elles sont influentes et importantes parce que elles sont l'épouse d'un roi et que elles ont réussi par leur caractère, par leur culture et leur éducation à s'imposer auprès de leur mari. Alors, je vous épargne les détails parce que si ça vous intéresse, je vous recommande fortement ces deux bouquins que je vous montre ici. Alors ici, vous avez des images qui représentent Bruno et comment est-ce qu'elle décède. Hein. Bon, si vous êtes intéressé à lire les bouquins. Et donc, si ça vous intéresse, vous avez les deux bouquins juste ici, je vais jamais y arriver, qui ont été écrits il y a 2-3 ans. Le premier, je crois, il y a 3 ans et l'autre, il y a 2 ans, qui expliquent en fait vraiment la situation géopolitique sous Chilpéric et Sigebert, les conflits entre les deux et donc l'importance de ces deux femmes, la concurrence entre les deux femmes, même quand, parce qu'en fait elles vont survivre à leur mari, hein, donc même après elles vont elles vont mettre en place une forme de régence pour aider leur fils à prendre le pouvoir, donc c'est hyper intéressant. Et ce qui est très très chouette, parce que je n'ai jamais vu aucun roman qui parle des Mérovingiens aussi, c'est que l'auteur a pris aussi la peine de citer les sources. Donc il a essayé évidemment de s'inspirer des sources qu'on a par rapport aux Mérovingiens, mais je précise, il y en a très peu. Donc encore une fois, il y a quand même, s'il y a un parti pris
de l'auteur, ben voilà, c'est l'histoire malheureusement qu'on raconte parce qu'on n'a pas 10 000 versions sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici par rapport au mérovingien? C'est que ben, la femme est soumise à l'homme, elle a une voix, elle a une importance que seulement à travers son statut de femme mariée, et que si ça se passe bien avec son mari, peut-être qu'il va l'écouter et qu'il va mettre en place certaines politiques. Mais dans le cas de Frédégonde et Bruno, ce sont des exceptions. Ce sont les deux seules femmes dont on entend vraiment parler durant la période mérovingienne, et même durant la période carolingienne, il n'y a pas des femmes aussi fortes qui en ressortent. Et donc clairement, on est dans une société plutôt patriarcale en ce qui concerne l'aristocratie mérovingienne. Ensuite, en ce qui concerne la dynastie des Carolingiens, donc les Mérovingiens, en fait, vont pas disparaître, mais ils auront de moins en moins d'importance dans le pouvoir. Et donc, les rois, progressivement, vont se laisser influencer par ce qu'on appelle des maires de palais, comme des premiers ministres, hein, si vous voulez. Et à un moment donné, il y a un des maires de palais qui va prendre le pouvoir, hein, et celui-ci est un des ancêtres de Charlemagne. Et c'est là que va être créée la dynastie des Carolingiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport aux relations entre les hommes et les femmes durant la dynastie carolingienne? C'est que on va aller encore plus loin dans cette forme d'inégalité, et on va aller encore plus loin dans l'importance de monnaie d'échange lors du mariage, puisqu'en fait, Charlemagne, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, lui, il va avoir plusieurs femmes. Donc, sous la dynastie des Carolingiens, on va avoir 2-3 générations où les hauts représentants ont plusieurs femmes. Alors pourquoi? Ben, parce que évidemment, à partir du moment où une femme apporte une assurance d'un territoire plus étendu, l'assurance de se faire des alliés en cas de conflit, etc., c'est très 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 intéressant. Alors je vais pas dire que c'est grâce au fait c'est grâce à ces mariages que Charlemagne a étendu son territoire, mais je pense que ça en fait partie. C'est un des éléments qui a permis à Charlemagne d'avoir un territoire aussi grand celui-ci. Hein. Donc je vais faire un retour en arrière, mais regardez ce qu'on avait juste avant. Donc on a raté. Donc ici, vous voyez, c'était vraiment beaucoup plus petit, hein, et Charlemagne, lui, il va carrément arriver à avoir un territoire comme ça. Et donc là, ici, il n'y a pas vraiment de femme qui ressort durant l'époque carolingienne, mais en tout cas, Charlemagne avait plus de 6, 7, 8 femmes, en plus de concubines. Donc les concubines, c'est considéré comme des maîtresses. Hein. Donc il y a vraiment l'idée que le fait de se marier, c'est par intérêt économique. Hein. C'est pour vraiment étendre sa zone d'influence et pour avoir après le plus de territoire possible. Et donc vraiment, là, le mariage, c'est vraiment une monnaie d'échange. Et encore une fois, la femme, c'est une forme de propriété qui a des avantages en plus, puisque si elle est une princesse, si elle est une reine, etc., elle permet au roi ou à l'empereur comme Charlemagne d'étendre son influence et son territoire. Donc tout ça, c'est essentiellement par rapport à l'aristocratie, donc ceux qui dirigent la société franque, hein. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'on n'a pas du tout la même chose, c'est très très différent quand il s'agit de parler de la population lambda, normale, c'est-à-dire les paysans, les artisans, etc., etc. Donc là, je n'ai pas de texte à proprement parler, puisque c'est mon sujet de mémoire que j'ai publié il y a quelques années, voilà, qui, en fait, qu'est-ce que j'ai pu observer, c'est qu'à partir des formulaires qui sont dans des textes, pas de loi, mais des petits textes comme des comptes rendus que les communes font ou que les petits tribunaux font en cas de conflit ou en cas d'échange de biens, de vente de biens, etc. Ce sont vraiment les rédactions des échanges entre les gens. Qu'est-ce que j'ai pu observer en ce qui concerne la population de nos régions? C'est qu'il n'y a pas de terme précis pour définir que la femme est mariée à un homme et que l'homme est marié à une femme. Et donc, qu'est-ce qu'on peut observer avec tout ça? Hein? Donc, j'ai vraiment analysé les différents termes qui définissaient le couple, hein, donc qui définissait un homme avec une femme. Qu'est-ce que j'ai pu observer? C'est qu'il n'y avait pas vraiment d'unité, d'uniformité. Et que du coup, si vraiment il y avait eu un mariage instauré, s'il y avait vraiment eu l'influence du mariage romain dans la population, on aurait vu noir sur blanc la notion de femme mariée et d'homme marié. Et donc la notion de couple marié, etc., etc. Je n'ai vu nulle part non plus l'idée qu'une femme est échangée et donnée de son père vers son mari. Ce ne sont pas des notions qu'on retrouve, en tout cas, il n'y a pas un terme qui ressortirait plus qu'un autre. Et donc,
Après, ça reste des suppositions parce qu'en fait, pour vraiment avoir une réponse sur vraiment comment est-ce que l'homme et la femme vivaient ensemble à ce moment-là, il faudra vraiment faire un travail, un doctorat avec des connaissances à la fois linguistiques puisque c'est du latin médiéval, avec des connaissances juridiques, avoir une grande connaissance du droit romain et de la loi salique, c'est-à-dire la loi qui était d'application durant l'époque médiévale, et plus des connaissances historiques. Donc c'est très très complet. Mais de ce que j'ai pu observer, c'est que vraiment, on n'a pas l'impression du tout que le droit romain est imposé et vraiment vécu au sein des populations locales, au sein des gens qui ne font pas partie de l'aristocratie. Après, il faut bien savoir que l'aristocratie mérovingienne et carolingienne, c'est une population qui a une éducation, qui a des connaissances et donc qui ont eu l'occasion, qui a été éduquée à travers peut-être, ben voilà, l'éducation romaine, alors que dans la population, c'est pas du tout le cas. Et donc, on peut supposer, hein, donc là, c'est vraiment un grand point d'interrogation, mais je pense que c'est proche, c'est un petit peu plus proche de la réalité que ce qu'on a par rapport à l'aristocratie. Il y a une plus grande liberté, à mon avis, il y a une plus grande égalité au niveau des relations hommes-femmes. Après, ça ne veut pas dire que la femme est l'égale de l'homme, là, je pense pas du tout. Mais il n'y a pas du tout cette idée que la femme est la propriété de son mari et que du coup, on peut vraiment supposer que durant la période du Haut Moyen Âge, les femmes avaient beaucoup plus de liberté qu'elles n'en ont eu durant l'époque romaine et peut-être durant les époques plus proches de nous, c'est-à-dire les temps modernes et l'époque contemporaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. J'espère que j'ai été assez claire, assez précise et assez structurée. C'est compliqué de s'y remettre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Des gros bisous. À la prochaine!